Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être là ce soir pour cette édition spéciale consacrée aux playoffs de Pro A dont on connaît les affiches depuis hier soir. Pour en parler longuement ce soir, Christophe Denis est bien sûr là, notre consultant basket. Merci Christophe d'être là. Nous accueillons également Nicolas Lang du Paris-Levallois. Bonsoir Nicolas. Et le meilleur marqueur de la saison de Pro A, Edwin Jackson. Merci beaucoup d'être là ce soir. On va pas mal parler de vous, de vos équipes, messieurs. On va tout d'abord regarder les affiches de ces playoffs pour ceux qui ne les auraient pas vues encore. Avec Strasbourg qui finit leader de cette saison régulière pour la toute première fois. Strasbourg sera opposé à Chalon. Nancy accueillera au match aller le Paris-Levallois. Le Mans sera opposé à Dijon. Et une affiche un petit peu vintage qui date un peu des années 90 entre Limoges et l'Asvel. Merci beaucoup messieurs d'être là. Pourquoi ? Parce que vous avez joué hier soir. Vous, Nicolas, assez loin de la maison. Le retour s'est fait tardivement et l'entraînement a eu lieu comme prévu aujourd'hui. Oui, le retour a été très tardif. On n'a pas fait un bon match hier. On s'est complètement fait dominer par cette belle équipe de Limoges. Donc maintenant, on a une semaine pour réagir avant les playoffs et travailler. On en reparlera de ce duel face à Nancy. L'équipe de Limoges, ce sera l'adversaire au premier tour de la vôtre d'équipe, Edwin. Une équipe qui vous a posé problème en championnat. Mais finalement, vous le disiez hier en conférence de presse, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ouais, par rapport à certaines équipes, je pense que le groupe sera revanchard. On a perdu 2 fois. La première fois à l'extérieur, après avoir plutôt bien géré le match, et à la fin on a complètement explosé dans le 3e et 4e quart-temps. Et il y a une semaine, il y a eu la physionomie totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a complètement raté notre début de match et qu'après on est revenu, on s'est battu, on a failli arracher la prolongation. Donc c'est vrai qu'on est passé 2 fois près de les battre. Et je pense que le groupe va être revanchard et ça va être un beau défi pour nous. Une qualification acquise hier soir grâce à une victoire qui était impérative ou presque du côté de Roanne. En tout cas, c'est cette situation-là qui vous permettait d'avoir votre destin entre les mains. Un match qui marque aussi pour vous un jour important. Vous aviez été décisif l'an dernier lors du dernier match de la saison régulière. Vous l'avez encore été à votre manière hier en rendant une feuille de statistiques tout simplement incroyable. 44 points à 15 sur 20 au shoot, 7 rebonds, 2 passes, 47 d'évaluation, le tout en 39 minutes. Vous terminez meilleur marqueur de la saison avec 18,2 points de moyenne. On l'a beaucoup lu, entendu. C'était la soirée parfaite pour vous hier. Ouais, c'est vrai que de se qualifier, bon déjà en tout début de match, là après dans le 3e quart-temps et à la mi-temps on avait plus d'avance, mais c'est vrai qu'en tout début de match c'était plus compliqué, et d'avoir obtenu cette qualification après une saison qui a été galère. On était à 0-4, on était dernier à la 4e, enfin avant d'aborder la 5e journée. Et c'est vrai que de se qualifier aujourd'hui en play-off, même si c'est qu'une 7e place, c'est quand même un bilan satisfaisant compte tenu des circonstances de l'année. Alors, un bilan satisfaisant pour votre équipe, mais pour vous, il est plus que satisfaisant quand même, ce bilan. Hier, évidemment, il y avait cette volonté de se qualifier, mais dans un coin de votre tête, il y avait forcément ce record de la saison à aller accrocher. Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours compliqué quand s'il n'y avait rien à jouer, ça aurait été encore, entre guillemets, plus facile. Là, j'étais obligé de rester concentré sur l'objectif de l'équipe et pas voir mon intérêt personnel. Après, c'est vrai que dans le jeu, en général, de Villeurbanne, je suis amené à prendre beaucoup d'initiatives dans le jeu en attaque. Donc, pour moi, d'être agressif, c'était pas vraiment un problème. Après, mes coéquipiers ont joué le jeu pour beaucoup me servir en 2e mi-temps parce qu'ils savaient que je voulais ce trophée et que c'était un accomplissement personnel pour moi, mais ça reflète aussi voilà, toute la formation de l'Asvel, Pierre Vincent qui m'a mis dans ces circonstances pour que je puisse le faire, Tony qui m'a re-signé à l'époque, enfin voilà, beaucoup de gens qui sont responsables de ce succès. Est-ce que, excuse-moi de te couper Louis, mais est-ce que justement tu parles de Pierre Vincent et de sa volonté de te mettre comme ça dans un collectif qui finalement tourne autour de toi, parce que tu es quand même l'option numéro 1 offensive en tout cas de cette équipe de l'Asvel. Est-ce que l'Asvel pour réussir ne doit pas
devoir compter sur toi tout le temps finalement? Je pense que pas tout le temps. Il y a eu des matchs où j'étais ciblé, où j'étais moins dedans, j'avais moins d'adresse. Et Amara, c'est un joueur qui est de très grande qualité aussi, qui est capable de mettre des points cette année. On a peut-être après ça, on a peut-être moins de relais au niveau du scoring, mais on a des joueurs qui sont appliqués. Et qui peuvent quand même sortir des bons matchs. Marco Kessedge est sorti de sa boîte plusieurs fois. Thomas Abercrombie qui monte en puissance. Là, je pense qu'il va être bien sur les playoffs. Ouais, on est d'accord que c'est des joueurs qui ont besoin de création justement pour pouvoir briller. Tu parlais d'Abercrombie tout à l'heure. C'est un joueur qui a besoin d'avoir autour de lui des joueurs capables de créer, de fixer les défenses pour pouvoir ressortir des ballons et shooter à 3 points. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a moins eu. On a beaucoup changé de meneur. Le fait qu'on n'ait pas cette cohésion collective très forte par rapport à d'autres équipes qui ont eu la même équipe depuis le début du championnat. Ça ne nous a pas forcément aidé. On a dû aussi faire avec les blessures. On a dû le un peu noyau dur bricoler. a été là. Mais c'est vrai qu'on sait que les joueurs, on voit en playoff NBA par exemple, les facteurs X, les role players, c'est très important. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à les mettre dans le collectif, à les rendre productifs, et c'est plus difficile d'être tout le temps à un haut niveau et de rester, on va dire, régulier. Nicolas, quand on affronte Lasvel et Edwin Jackson, est-ce qu'on met en place justement des choses particulières pour éviter bien ce qu'il s'est passé hier soir, à savoir un pourcentage impressionnant et un nombre de points qu'il est encore plus? C'est sûr, je pense que contre chaque équipe, le meilleur joueur adverse, meilleur scoreur est ciblé. Donc bien sûr, contre Lasvel, c'est Edwin. Après, je veux dire, on n'en parle pas toute la semaine non plus. Hein. On sait qu'à Lasvel, si tu cibles trop sur lui, après c'est Amarassi qui va faire un gros match. Ils ont une équipe qui est vraiment, vraiment très complète. Même un Georges Joseph, si tu le délaisses, il va te faire mal à l'intérieur. Ou Chase, ils ont beaucoup de bons joueurs. Donc tu es obligé de faire un plan contre lui, mais il ne faut pas non plus que focaliser sur lui, parce que sinon ça laisse beaucoup trop d'espace pour les autres. Le plan qui avait pas mal marché en championnat d'ailleurs lors du dernier match, c'était sur le parquet de la Halle Carpentier. On va donner la parole à votre entraîneur Pierre Vincent, qui évidemment a été interrogé à votre sujet. Hier soir, il est au micro d'Anthony Serron. C'est un garçon qui est perçu à l'extérieur comme quelqu'un d'assez selfish. Bon, là, il a mis beaucoup de tirs, mais c'est notre meilleur passeur sur les écrans, par exemple. Il a beaucoup d'autres qualités. Il a progressé dans tous les secteurs. Et pour élever son niveau de jeu et pour aspirer à aller jouer les grandes compétitions en équipe nationale, etc., il doit faire encore mieux. Il y a plein de choses qu'il peut développer. Simplement, il a un physique et un tir qui sont extraordinaires. Et quand il est comme ça, c'est ce qu'on attend des grands joueurs, d'être dans les grands moments au-dessus, quoi. Il l'a été. Il attend encore mieux, Pierre Vincent. Il vous le dit tous les jours et c'est ce qui vous fait aussi progresser, évoluer. Il ne me le dit pas tous les jours, il me le montre. Il est toujours présent quand je veux travailler. Il est toujours le premier à vouloir que je m'améliore. Mais c'est pas que dans mon cas, c'est tous les joueurs qui pourraient lui demander de l'aide ou tous les joueurs qu'il a dans son équipe. Il veut les rendre les meilleurs possibles. Donc si un joueur il a un potentiel, il veut l'amener à maximiser son potentiel et il fait ça pour tous les joueurs. Je pense qu'Amarassi il a encore progressé sur des choses depuis que Pierre est à la tête de Villeurbanne et beaucoup de joueurs, même Chris Wright depuis le début de l'année sur le poste de meneur de jeu a progressé dans la gestion. Je pense qu'il veut le meilleur de tous ces joueurs et ça fait longtemps que je travaille avec lui, donc on a une relation un petit peu privilégiée. Et on travaille beaucoup ensemble et qui dit ça au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une fierté pour moi. Il a évoqué lui aussi l'équipe nationale. On est obligé d'en parler un petit peu après la belle saison que vous avez réalisée. On le rappelle, vous êtes également candidat au titre de MVP, récompense qui sera décernée ce vendredi à Paris. L'équipe nationale, elle vous était un petit peu sortie de la tête avant l'Euro. Est-ce qu'elle revient un peu plus fort à l'heure de penser à la Coupe du Monde qui aura lieu en Espagne ? Alors déjà, l'équipe de France, ça sort jamais de ma tête, j'y pense toujours. Mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Il y a un sélectionneur qui veut faire son équipe, qui a un plan dans sa tête, comment aborder la compétition.
l'identité de l'équipe, comment il veut jouer, s'il veut jouer vite, s'il veut jouer placé, s'il veut plutôt jouer sur les intérieurs. Bon, en ce moment, c'est Tony Parker, un très fort joueur arrière qui est le plus sollicité dans les systèmes de jeu. Et c'est vrai que moi, je suis à un poste comme ça, donc on n'a pas besoin de mes qualités de scoring forcément à ce poste. Donc par rapport à ses choix en équipe de France, ça a pu justifier qu'il me sélectionne pas. On verra pour la suite comment se passera, mais j'ai la malchance de tomber dans une génération où il y a beaucoup de très forts joueurs qui sont en plus de ma génération. Donc c'est vrai que c'est difficile et la concurrence est rude. Et justement, pour cette évolution, elle passe par quoi, Edwin? Parce qu'on parlait de l'Asvel et le rôle que tu as dans cette équipe-là. Si on ambitionne pour l'Asvel qu'elle soit championne de France cette année, forcément ton jeu doit évoluer, l'équipe doit évoluer avec toi et ton incorporation au sein de l'équipe de France. Si tu dois évoluer, précisément, ça doit se porter sur quelles compétences? Je pense que c'est dans les choix, avoir de meilleurs choix, faire des choses. Le haut niveau, c'est de pouvoir prendre des décisions rapides, que ce soit dans la passe, que ce soit dans le shoot, que ce soit mais des décisions tranchées. Ma sélection de shoot, élever le niveau défensif, que l'intensité qui est demandée sur les grandes compétitions européennes ou mondiales. Voilà, c'est tout ce qui est en dehors du scoring, tout ce qui rend un joueur complet, tout ce qui rend un joueur constant, on va dire, dans l'effort. Parce que l'adresse, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. On peut être très adroit un match et le lendemain, on met rien. Et c'est vrai que la défense, les petits détails, faire les box-out, être concentré tout le temps, être discipliné, ça, c'est des choses sur lesquelles un coach peut se reposer. Et je pense que c'est ça qui est important pour le sélectionneur de voir dans le jeu d'un jeune joueur pour se dire, voilà, si je le mets dans un match, voilà, exactement. Si je le mets dans un match, il sera capable de répondre présent sur toutes les petites tâches, tous les petits détails au moins. Et après, le scoring, ça sera un bonus, mais ce ne sera pas sa vocation première. Vous avez évoqué Pierre Vincent, Tony Parker également hier soir après cette performance. On l'a sollicité pour qu'il intervienne, mais il a la tête dans ses playoffs. On vous rappelle, Portland-San Antonio-Portland cette nuit. Est-ce qu'il vous a appelé néanmoins hier soir? Oui, il m'a appelé pour me féliciter. En plus, c'est mon futur président maintenant, donc c'est normal que quand il y a quelque chose qui se passe de bien pour son club, pour l'image de son club, qui soit un des premiers à féliciter les artisans de cette réussite. Mais après, on a une relation qui est au-delà de ça, donc il m'a appelé en tant qu'ami pour me féliciter. Et moi, je l'ai remercié, comme j'ai dit, de m'avoir donné cette chance et de m'avoir incorporé dans le projet quand il est arrivé et qu'il a cru en moi, parce que je sortais d'une saison qui était pas bonne. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en partie grâce à lui, en partie grâce à Pierre Vincent. On va évoquer l'adversaire, ce sera le CSP Limoges, une équipe qui a fait tomber Paris hier, une équipe qui sera peut-être privée sur le début, en tout cas, de la série des quarts de finale de Johan Petro, qui s'est fracturé le nez, mais il y a du répondant dans cette équipe de Limoges, Christophe, puisque Nobel Bungu-Kolo est lui aussi candidat au titre de MVP, sans oublier Moerman qui a fait lui aussi un gros match hier soir. C'est une équipe très complète, très offensive, mais capable de défendre fort. Regardez le Paris-Levallois hier qui sort de 40 minutes de match en marquant 55 points. Donc ils sont capables de défendre. Rappelez-vous le début de saison aussi du CSP, où c'était une des meilleures défenses du championnat. Alors il faut être bonne défense tout au long de la saison, mais c'est une équipe qui est capable de faire des merveilles vraiment, et surtout d'un point de vue offensif. Vous avez ressenti ça hier. Qu'est-ce qui vous a posé le plus problème, Nicolas, dans ce match? Je pense que c'est l'intensité qu'ils ont mis. Nous, on n'a pas su répondre à ça. D'habitude, c'est une de nos forces. Et là, hier, on a déjoué sur ce côté-là. Après, on a eu pas mal de shoots ouverts qu'on ne met pas dedans. Après, au basket, quand tu es tout seul, il faut mettre dedans. Sinon, contre une bonne équipe de Limoges, tu le payes derrière. Ça leur permet de courir. Et quand ils courent, ils sont d'autant meilleurs. Limoges-Asvel, premier match de ces quarts de finale, ce sera lundi à 20h50. On s'intéresse à la même partie du tableau, à savoir le duel entre Le Mans et Dijon, avec un focus tout d'abord sur cette équipe de Dijon. Peut-être l'invité un peu surprise de ces playoffs, vous êtes d'accord avec ça? Non. Vous non plus, messieurs?
Non. Ouais, non, je sais pas. Non. En tout cas, c'est une équipe qui a su rester maître chez elle. Dijon, une forteresse imprenable. C'est un sujet de Pierre-Henri Cachera avec Hugo Jolion, David. Le nom est trompeur, plus qu'un palais, cette salle est une forteresse. Dijon, c'est 15 victoires pour aucune défaite à domicile. Un bilan parfait que seuls Le Mans et Gravelines ont réussi ces 10 dernières années. Dans son entre cette saison, portée par plus de 4900 spectateurs, la JDA est tout simplement injouable. On a plus d'adresse, on a le soutien du public, les joueurs arrivent un peu plus à se transcender, à donner encore plus que ce qu'ils sont capables de faire d'habitude. Le public nous donne beaucoup d'énergie. C'est grâce à lui, je pense, qu'on peut battre n'importe qui à domicile. L'exploit est d'autant plus fort qu'avec le 14e budget de Pro A, Dijon n'a pas les moyens de s'offrir des noms ronflants. Les réussites dijonnaises s'appuient sur d'autres piliers, collectifs et surtout défensifs. Façonnée par l'architecte Jean-Louis Borg, la citadelle bourguignonne est la plus hermétique du championnat, avec seulement 70 points encaissés en moyenne. Les équipes de Jean-Louis jouent très dur en défense. Dès le premier jour, il était sur notre dos. Son système est basé sur la défense. On doit jouer comme il l'a décidé. Ça marche comme ça avec Jean-Louis. En attaque, les responsabilités aussi sont partagées. Le 5 majeur est 100% américain. André Harris et Michael Riley sont dans le top 10 des meilleurs marqueurs du championnat à 15 points de moyenne. Mais c'est l'ensemble de l'équipe qui est impliquée offensivement. Ce n'est pas une question de un ballon pour moi, un ballon pour toi. Chaque joueur joue avec l'équipe. On ne peut pas considérer qu'une équipe soit capable de faire des efforts défensifs ensemble si derrière il n'y a pas le partage du ballon. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas ce joueur qui aura l'étincelle, qui pourra faire la différence sur un match de play-off. Mais on essaiera toujours de s'appuyer sur cette défense-là et qu'offensivement, tous les joueurs soient à leur meilleur niveau à ce moment-là de la saison. Avec un effectif réduit et des matchs tous les 2 jours, la JDA s'attend à souffrir en play-off, mais pas autant que ses adversaires au Palais des Sports. Elle est dure à jouer, messieurs, cette équipe de Dijon. Très dure, elle est très dure justement. C'est une équipe qui a de bons défenseurs qui sont mis dans un bon dispositif collectif de défense, donc ça les rend d'autant plus durs à prendre. Ils ont un très bon public à domicile, donc c'est vrai qu'ils sont très solides, ils sont disciplinés. Non, c'est une belle équipe, c'est pour ça que je dis que c'est pas une surprise pour moi de les voir en play-off, parce qu'en plus ils ont été constants toute l'année, ils ont eu des résultats qui sont restés sensiblement les mêmes, ils se sont qualifiés à la semaine des As, ils ont été dans le haut de tableau pratiquement toute l'année. S'il y a une surprise, c'est plutôt Villeurbanne qui, nous, on a raté la semaine des As, donc pour moi, Dijon, c'est pas une surprise de les voir là. Dijon qui sera opposé au Mans et pour Le Mans, comme ça a été un petit peu le cas pour Orléans hier et Philippe Hervé, il y aura une fin de saison synonyme d'adieu avec J.D. Jackson qui va quitter le club. J.D. Jackson que nous avons rencontré la semaine dernière et qui évoque justement la fin de cette belle aventure avec Le Mans, une aventure qui avait débuté en 2006. Il avait d'abord été assistant, vous le savez, il est coach depuis 2008 maintenant, entretien réalisé par Pierre-Henri Cachera. On a une équipe qui a été plus gênée contre les équipes relégables que contre d'autres. Je sais qu'on est capable de monter notre niveau, de rivaliser avec tout le monde. On l'a fait tout au long de la saison. J'ai presque envie de dire que je crains Le Mans plus que notre équipe parce que c'est notre relâchement, notre tendance des fois à perdre notre rythme et pas être concentré qui puisse vraiment nous poser problème. Vous avez déjà remporté un trophée cette année avec la Leaders Cup. L'après Leaders Cup a été un peu mitigé. Vous saviez que, en tout cas, vous n'alliez pas être reconduit à la tête de l'équipe. Il y a eu beaucoup d'émotions, aussi beaucoup de décisions administratives par rapport à l'avenir du staff. Bon, c'était important qu'on fait le deuil avec la victoire et puis aussi cette information-là, c'est fait. On est quand même sur une dynamique de 5 victoires sur les 6 derniers matchs, donc je crois quand même que c'est derrière nous. On a retrouvé un peu notre envie, notre focus. L'équipe de toute façon qui va aller jusqu'au bout des playoffs, c'est l'équipe qui puisse se sublimer et trouver un registre supérieur. Et c'est ce qu'on cherche à faire en ce moment. En 15 ans, quel est votre plus grand souvenir ici, lequel vous vient à l'esprit? L'année du doublé ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Au niveau basket, c'est surtout oui,
le dernier match que j'ai joué en tant que joueur. J'étais capitaine, j'ai le trophée de champion de France de Eric Campbell qui m'a mis sur ses épaules. C'est des grands souvenirs basket. Comme j'ai dit, c'est précieux, c'est rare, donc ça reste marqué dans l'esprit. Je sais ce que ça donne de faire un doublé, de faire partie d'une équipe qui entre un peu dans la légende et ont doublé ou triplé les trophées. Ça n'arrive pas si souvent et on a l'occasion de le faire. La concurrence n'a jamais été aussi rude, donc évidemment la tâche est énorme, mais c'est en tout cas ce qu'on veut faire et ce que évidemment j'aimerais faire pour finir. Voilà, l'année du doublé, c'était 2009, hein, cette semaine des As. Coupe de France, Le Mans, Dijon, avantage du terrain au Manceau. On a parlé de Dijon et de l'importance des matchs à domicile. Messieurs, est-ce que c'est quelque chose vraiment d'important d'avoir cet avantage du terrain jusqu'au bout? Nicolas? Je pense que ouais, ça peut vraiment jouer. Ça peut... même quand on va en NBA, les gars qui jouent le match 7 à domicile, ça aide vraiment dans un état de fatigue. Tu as déjà joué pas mal de matchs avant. Je pense que l'appui de ton public peut vraiment t'aider. Après, on a vu par le passé, comme Nanterre l'an dernier, que c'est pas... En plus, avec le retour des finales... Voilà, c'est pas non plus gravé dans le marbre. C'est pas parce que tu es premier de la saison régulière qu'au final, tu es champion de France. On a vu le tableau d'ailleurs. Hein. C'est arrivé sur les dernières années 2 fois seulement, Cholet en 2008 et Lasvel en 2009. C'est leader de saison régulière qui décroche le titre de champion. On parlera de Strasbourg d'ailleurs dans quelques instants. On va s'intéresser au duel qui vous concerne. Nicolas, ce match face à Nancy. Nancy qui sera concerné par la finale de la Coupe de France. D'ici là, vous jouerez mardi. Comment vous préparez ce match? Est-ce que Grégoire Beugnot, on connaît un petit peu ses méthodes d'entraînement? Vous aviez entraînement aujourd'hui. Là, c'est entraînement intensif, mise au vert. Comment ça va se passer d'ici mardi? Non, on va préparer ce match-là comme tous les autres, avec encore un peu plus d'intensité par rapport à la saison régulière. On sait que les playoffs, c'est vraiment, il faut se concentrer jusqu'à la fin. Il faut penser basket, il faut manger basket. C'est que tout le monde soit bien concentré. On a joué contre eux il y a 2 semaines, on a perdu. On va regarder ce qu'on a mal fait et s'ajuster. Quel est votre rôle à vous dans cette équipe parisienne? C'est votre première saison. Ici, vous avez démarré tambour battant avec un match des champions dont on se souvient. Vous avez marqué 21 points sur ce match-là. Comment s'est passée votre saison? Je pense que j'ai plutôt bien commencé. Collectivement, on a eu un peu de mal au démarrage. Ensuite, l'équipe a trouvé des très bonnes ressources pour bien revenir. Ensuite, avec l'arrivée de Black Shield, et puis je me suis blessé aussi 5-6 semaines, donc c'est vrai que ça a marqué un petit coup d'arrêt. Et depuis, j'essaye de revenir. Maintenant, en sortant du banc, c'est vrai que c'est un peu plus dur. C'est un peu le rôle que j'avais à Chalon, sortir du banc et essayer d'apporter des points et des shoots à l'équipe. Nancy, on en a parlé, ce sera le premier adversaire. Le casting vous va sur ce premier tour? Vous auriez aimé éviter cette équipe-là? Honnêtement, je pense que cette année, il n'y a pas d'équipe qu'on aimerait jouer. Ce championnat est un peu fou, hein, quand même. Ouais, jusqu'au bout. Ça fait déjà l'an dernier. Hein, Mais s'il y a bien un quart de finale qui est complètement indécis, c'est celui-ci, hein, parce que les 2 équipes ont gagné un match là, sur la saison régulière, chacune à domicile. Un petit écart de 11 points pour le PL et 6 pour Nancy. Ça va jouer sur quoi, là, ce quart de finale-là? Parce que j'ai bien l'impression quand même que ça va être un combat quand même, non? C'est ça, je pense. Le mot, c'est ça. Ça va être un combat. Nancy, c'est de l'intensité. Hein, Avant tout, c'est ça, il ne faut pas chercher midi à 14h avec des systèmes de jeu élaborés. C'est avant tout l'intensité. Hein. Pietrus Volker à l'intérieur, ça masse. Nicole, c'est un peu celui qui peut débloquer les situations. Paul Harris, c'est physique aussi. Clévin Anna, tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. L'étincelle, ouais. Après, cette année, ils ont vraiment un groupe de 10 joueurs qui peut vraiment apporter. En décembre, on les avait joués quand on avait les suspensions, donc avec pas mal d'absents. On avait gagné. Là, ils ont joué sans Volker, ils ont gagné. Donc pour l'instant, on n'a pas joué les 2 équipes au complet l'un contre l'autre, donc je pense que ça va être intéressant. Une série en 3 matchs. J'espère en 2 pour nous, s'il faut aller en 3, on ira. Vous parliez d'ailleurs de ces matchs de championnat et des équipes qui ont pas mal changé. C'est vrai qu'il y a eu du changement cette année, des équipes qui se sont renforcées. On pense à Strasbourg, l'arrivée d'Andersen. On pense Strasbourg aussi avec le départ de Greer, Ricardo Greer. J'allais perdre son nom. À Lasvel, il y a eu beaucoup de mouvements. Aussi, c'est de plus en plus difficile, on a l'impression, de saison en saison, de garder un effectif constant. D'une année sur l'autre, c'est vrai que c'est difficile. Les joueurs qui font des bonnes saisons, ils s'en vont. Ils vont vers d'autres destinations qui leur offrent peut-être plus d'argent ou un meilleur niveau de
un meilleur niveau de basket. Je pense que le niveau des étrangers cette année est un peu moins fort, à part certains, par exemple Randall Falker, qui est un des meilleurs, qui a vraiment un impact incroyable sur son équipe. Mais je pense que le niveau des étrangers cette année a un petit peu baissé de façon générale. Et après, les équipes qui sont au top peuvent se permettre d'avoir des joueurs de plus grand calibre comme Paris avec Blake Shield par exemple, avec Limoges qui ont de bons Américains qui sont capables de faire des différences offensives, et Dijon. C'est vrai que dans le haut du classement, il y a plus d'étrangers de bonne qualité. On va donner la parole à un revenant dans notre championnat de France. On a parlé de ceux qui sont partis. On a pu accueillir avec plaisir Florent Pietrus après un Euro réussi. Il n'a pas été le seul champion d'Europe d'ailleurs à revenir. Johan Petron en a parlé. Florent Pietrus qui était de passage dans nos locaux la semaine dernière et qui est revenu sur son retour en France et une adaptation qui n'a pas été si simple. Écoutez. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la Pro A. C'est vrai que c'est un championnat que j'avais quitté depuis bientôt 10 ans et mon retour, c'est vrai que je l'attendais avec impatience parce que c'est un championnat qui m'a vu évoluer depuis l'âge de 18 ans. Donc forcément très content de retrouver les parquets français et l'ambiance française. C'est un championnat assez exigeant physiquement et c'est vrai que ça court de partout, ça shoot de partout. Donc j'étais pas habitué à ça dans mes années espagnoles, donc je pense que ça m'a fait du bien de m'adapter petit à petit et je pense que l'équipe m'a beaucoup aidé dans ce sens. En arrivant à Nancy, c'est vrai que je savais que j'allais avoir un rôle important et c'est vrai qu'il n'y a pas de secret puisque je passe beaucoup de temps sur le terrain, donc forcément les statistiques se gonflent. Le plus important pour moi, c'est vraiment être le plus exemplaire possible sur le terrain et dans l'attitude. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire match après match. On va aborder les playoffs avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance. Donc je pense qu'on prendra aussi l'exemple de Nantes l'année dernière pour pouvoir avancer. Parce que c'est le moment le plus excitant de la saison où on se prépare pendant pratiquement 9 mois pour arriver justement au moment des playoffs le plus frais possible. J'ai signé 3 ans, c'est sûr que j'espère honorer mes 3 ans. Après, on sait que dans le sport, tout va très vite. Donc voilà, pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment terminer la saison du mieux possible avec Nancy et pourquoi pas remporter un titre. Donc pour l'instant, je me focalise vraiment sur la fin de saison et on parlera de mon avenir s'il y a lieu d'être. Voilà Florent Pietrus avec Nancy qui, avant de retrouver le Paris-Levallois de Nicolas Lang, sera opposé à Nanterre en finale de la Coupe de France dimanche. Nanterre qui ne défendra pas son titre cette année. Nanterre qu'on salue bien sûr. On a suivi l'aventure européenne de Nanterre et la saison s'arrête là ou presque. Il y a encore une finale évidemment à jouer dimanche. Un petit mot avec nous quand même, avec vous Nicolas, avec nous. En parlant de l'équipe de France à prime, la sélection est tombée cet après-midi. On a l'un des assistants coach sur ce plateau et vous en faites partie. Apparemment, merci. Je l'ai appris à 10 minutes. Alors, la communication au sein de cette équipe de France à prime, qu'est-ce qui se passe ? Non, on n'a pas le droit de communiquer tant que ce n'est pas officiel. J'étais à l'entraînement, donc je n'étais pas au courant. Voilà, c'est ça, le portable était coupé. C'est tout à fait mérité, logique, et après, c'est qu'un début, voilà. Il n'y a plus qu'à. 16 joueurs retenus, il y a des matchs amicaux, il y a un stage en Chine. Notamment, rapidement, Christophe, c'est quoi l'objectif de cette équipe de France-là ? C'est préparer les échéances à venir, c'est-à-dire 2017, 2018, 2019. Voilà. Il y a des changements de règlement là, qui fait que finalement, les matchs qualificatifs pour des échéances importantes en 2017 auront lieu pendant l'année. C'est-à-dire que malheureusement, l'équipe de France se passera forcément de certains joueurs qui évoluent outre-Atlantique, et voire même en Euroleague. Et donc, il faut préparer ces échéances-là convenablement. Donc voilà, les joueurs comme Nico font partie de ces joueurs qui pourront éventuellement constituer l'équipe de France dans 5 ans. On aura l'occasion on va les préparer comme il se doit. D'en reparler. Je dirais que je n'irai pas en NBA, pas dommage. Je te le souhaite aussi, je te le souhaite.
On verra, hein, tout ça c'est C'est pas grave, je m'en remettrai. Évidemment. Voilà. Un petit mot quand même derrière. du dernier duel dont on n'a pas parlé, et il concerne quand même le leader de cette saison régulière, c'est Strasbourg qui sera opposé à Châlons au premier tour, si bien sûr il n'y a pas de changement après, vous le savez, hein, ce fameux match entre Châlons et Cholet qui est entre les mains des instances de la fédération pour peut-être être rejoué. Ça pourrait bouleverser un petit peu le classement. On n'a toujours pas, alors qu'il est, le résultat de la commission. Cette équipe de Strasbourg, dont Thornton s'est blessé hier, les nouvelles sont plutôt rassurantes d'après Vincent Collet aujourd'hui. Est-ce que c'est un duel, Christophe, rapidement, déséquilibré ? Oui et non. Chacune des deux équipes a gagné son match à domicile. À la différence que Châlons, on a mis quand même 22 à Strasbourg. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi. Déséquilibré, j'en suis pas certain. En tout cas, ça va se jouer à pas grand-chose, ça j'en suis sûr. Une opposition de style entre une équipe très disciplinée, celle de Strasbourg, et une équipe qui peut tomber facilement dans l'euphorie, celle de Chalon-sur-Saône. Même si Chalon-sur-Saône, hier soir à Nanterre, s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà, ça va être encore une affiche très intéressante à suivre. Et les playoffs commencent dès lundi prochain, 12 mai. On vous en parlera beaucoup sur l'équipe 21, c'est promis. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Edwin, Nicolas, bon playoff à vous. Que vos équipes aillent le plus loin possible, évidemment. Christophe, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur l'équipe 21. Les infos reviennent, continuent.